tous, ravi d'être avec vous sur Bismart. C'est parti pour Smart Impact, le rendez-vous du business responsable. On salue Thomas Hugues, que vous retrouvez évidemment demain. En attendant le sommaire de cette demi-heure ensemble, notre invité, dans une seconde, Geoffroy Blondel de Joigny, cofondateur du groupe Nature Opéra. Vous connaissez certainement ces marques d'hygiène féminine, de produits bébés ou de l'entretien de la maison. Bio, bon pour la planète et Made in France, des secteurs où la demande de produits responsables explose, notamment avec la crise sanitaire. Il nous racontera sa stratégie. Quelles sont les nouvelles attentes des salariés en matière de RSE? C'est la question qu'on se posera avec nos deux invités dans le débat. Crise sanitaire, déploiement forcé du télétravail, génération X et Y à manager différemment. Comment, en 2021, construire une stratégie RSE qui intéresse vraiment vos collaborateurs? Quelques conseils à suivre. Et puis, la bonne idée du jour, c'est Ondine Suavec qui viendra nous la présenter, la fondatrice de My Light System, un système de gestion d'énergie pensé pour l'autoconsommation solaire. On en parle dans un instant. Smart Impact, bienvenue, c'est parti. Et c'est Geoffroy Blondel de Joigny qui est avec nous ce matin, cofondateur de Nature Opéra. Bonjour. Bonjour Julien. Merci d'être là. Cette marque dans le domaine de l'hygiène féminine, des produits bébés, des produits de la maison, bio, bon pour la planète, made in France, on le disait. Sacrée réussite depuis maintenant quelques années, 40 salariés, 28 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, 130 références. Et je me disais justement sur des secteurs où en fait, à chaque fois en face, vous avez des mastodontes, Pampers, Tampax, Unilever, Palmolive. Comment on se différencie et surtout, j'allais presque dire, comment dans votre tête d'entrepreneur, à un moment donné, vous vous êtes dit, enfin, avec votre associé, vous vous êtes dit, on va aller concurrencer toutes ces marques-là, tout ce marché-là, d'un seul coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, tout d'abord avec mon associé, tout à fait, Kylian Oney, on s'est dit au bout d'un moment qu'il y avait très certainement un rôle d'une entreprise. Il y en a d'autres, mais Nature Opéra en fait partie, où on s'est dit, il faut peut-être repenser les produits du quotidien et les proposer différemment. C'est-à-dire avec un axe santé, avec un axe écologique, avec un axe humain fort. Et c'est comme ça qu'est née en fait notre première marque Tidou. Mais à l'époque, c'était 2014, les débuts, les consommateurs n'étaient pas forcément prêts à ça. Comment on essaye de lancer, comment on convainc d'ailleurs finalement des financiers, des banques d'aller là-dessus? En ayant un discours de transparence. C'est-à-dire qu'au début, nous avons lancé ces produits parce qu'on était jeunes papas, bien évidemment, toujours la même histoire que l'on entend, mais elle est vraie. Tous les deux, nous avions en fait l'arrivée de nos premiers enfants et cette envie en fait de trouver un produit qui réponde à nos valeurs. On l'a pas trouvé et c'est comme ça en fait qu'on nous sommes arrivés à créer notre première marque Tidou. Avec un engagement français, donc on a été voir des usines en France, on a vu que c'était possible de participer à la réindustrialisation française, on a vu qu'un produit pouvait être plus écologique, qu'il pouvait être plus sain pour bébé et accessible. Et justement, on disait comment on se différencie, c'est quoi? C'est la notoriété, c'est le discours. Il y a quand même une vraie logique marketing au-delà de l'engagement qui est sincère et profond chez vous. Alors, il y a pas forcément du marketing, mais je pense de la transparence. Et là, le consommateur, en fait, le reconnaît. Par exemple, vous voyez la marque Tidou. Aujourd'hui, c'est 95% de part de marché. La marque de couche pour bébé, Tout à fait. La marque de couche pour bébé Tidou, qui est dans le réseau bio, les Biocoop, Naturalia et toutes les enseignes de la bio. C'est 95% de part de marché valeur. Et pour autant, je vous dirais, ça fait que 6 mois qu'on a créé une entité de communication au sein de Nature Opéra. C'est-à-dire jusque-là, pendant 6 ans, nous n'avions pas de pôle communication chez Nature Opéra. C'était juste notre produit qui parlait aux consommateurs. La distribution aussi, j'imagine que c'est évidemment un axe essentiel. Vous êtes distribué où actuellement sur l'ensemble de vos gammes de produits? Alors aujourd'hui, nous sommes distribués dans le réseau bio, environ 1400 points de vente. Nous sommes présents en GMS avec d'autres gammes, comme Caribou, la marque de couche, ou Tadam, la marque d'hygiène féminine, on viendra sûrement en parler. Dans les grandes surfaces traditionnelles, entre guillemets, on peut trouver certains de vos produits aujourd'hui. Évidemment. Il faut en fait que nos produits soient accessibles à tous et partout. Donc une accessibilité prix, mais aussi géographique, bien évidemment. Est-ce que faire du Made in France aujourd'hui sur des produits vaisselle, des protections hygiéniques, des couches pour bébés, justement, c'est facile? Alors non. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que on n'a pas l'habitude de se diriger en fait vers nos industries françaises et elles-mêmes ne sont pas interrogées régulièrement. Donc il faut vraiment aller les démarcher et aussi il faut les aider à rattraper peut-être le retard qu'ont certains autres industriels à l'étranger. Mais maintenant, on le fait très bien. Mais à travers ça, ma question, c'était est-ce que finalement, tout est vraiment made in France dans ce que vous proposez? C'est-à-dire, je n'y connais rien, mais les nettoyants, les adjuvants, les cotons, les fibres, est-ce que tout est vraiment produit de A à Z en France?
Aujourd'hui, chez Nature Opéra, 140 références, comme vous le disiez, environ 91% de nos références sont fabriquées en France. En revanche, 9% ne sont pas fabriquées en France, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'industrie capable de produire. Mais c'est des produits sur lesquels vous pouvez quand même avoir le label Made in France parce qu'il y a un assemblage, il y a des choses comme ça? Non plus. Alors, on ne joue pas trop à ça. Par exemple, vous voyez sur nos packs, de temps en temps, on voit certains concurrents qui peuvent mettre PME française pour faire croire aux consommateurs que le produit est français. On ne l'a pas fait. Par exemple, sur notre gamme qui n'est pas fabriquée en France. Alors justement, côté marché, évidemment, et vous l'avez dit, il y a une demande qui grandit. Il y a aussi un peu de concurrence d'ailleurs sur vos marques, sur vos gammes de produits avec cet argumentaire et finalement cette direction-là. Mais ce qui est intéressant, c'est la conquête des clients aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez les chercher? Est-ce que finalement, c'est un gâteau que vous partagez avec des clients convaincus avec vos concurrents? Ou est-ce que finalement, les marques qu'on citait au départ, vous allez les chercher, les arracher justement des rayons des supermarchés? Alors, on ne va pas vraiment chercher le consommateur, c'est le consommateur qui va nous chercher et va nous retrouver à travers notre site internet, nos packaging, notre présence en magasin. C'est vraiment ce qu'ils vont rechercher. Je dirais que la première recherche du consommateur, ça va être la transparence. Et c'est vraiment Nature Opéra. On dit ce que l'on fait, on fait ce que l'on dit, ça paraît bête, mais que ce soit au niveau de la production, au niveau de la distribution, au niveau du consommateur, voire même au niveau du milieu associatif dans lequel nous sommes beaucoup engagés, on a toujours cette transparence et cette co-construction. Ensemble, c'est vraiment le maître mot de Nature Opéra. C'est quoi aujourd'hui, par exemple, un lait pour bébé bio bon pour la planète? Alors, nous, on va être plus dans les produits d'hygiène bébé, pas forcément dans l'alimentaire. En revanche, une couche, par exemple, qui va être bonne pour bébé, ou un liniment qui est une base de lavande grasse, qu'on utilise sur un carré de coton à la place d'une lingette pour nettoyer un bébé. Eh bien, par exemple, nous sommes arrivés, il y avait 14 concurrents sur notre marché. Et pour autant, on l'a lancé. Pourquoi? Parce qu'on a vu que les compositions étaient énormes chez nos concurrents, 12 ingrédients. Alors on a lancé un numéro avec que 3 ingrédients. On remarquait qu'il y avait des mix d'huile d'olive qui étaient de plus ou moins bonne qualité. Nous avons mis 48% d'huile d'olive. On a vu qu'il y avait des conservateurs chez nos concurrents. Or, les conservateurs ne sont pas forcément bons. On n'en a pas mis. Mais ça renchérit quand même aussi finalement la question du coût de production, évidemment, et donc du prix auquel vous allez le vendre. Vous dites bio, bon pour la planète, Made in France, c'est accessible. Moi, je venais juste un petit test, je regardais votre produit vaisselle. Vous le vendez entre 2,50 € et 3,50 €, ça dépend des distributeurs. C'est quand même au moins le double d'un produit vaisselle qu'on trouve en grande surface. Comment est-ce qu'on arrive à convertir des clients avec un produit qui finalement coûte le double de ce que produit classique d'utilisation depuis des années coûte finalement dans un magasin traditionnel? Aujourd'hui, le coût, celui que vous me citez, est un coût en fait d'un produit qui est plutôt du réseau bio, avec notre marque Safe ou notre marque Hygios de désinfection écologique. En revanche, si vous allez en GMS avec notre marque Clean, nous avons aujourd'hui un produit qui est grosso modo 10% plus cher que le leader du marché. Et pour autant, vous voyez, ce produit a été élu produit de l'année cette année devant les mastodons qui présentaient en fait le dossier. Pourquoi? Parce que cette accessibilité prix est pour nous primordiale. On va rentrer dans chaque réseau de distribution avec les critères souhaités par les clients au prix auquel les clients le souhaitent. Et on y arrive. Et justement, un produit vaisselle dans un bidon en plastique, c'est vraiment un produit qui est bon pour la planète? Alors justement, vous avez raison, c'est une bonne question et c'est vraiment cette démarche globale que nous avons au sein de la société. On s'est dit, non, le plastique n'est pas forcément bon. Vous me direz d'un autre côté, nous réalisons des ACV, des analyses de cycle de vie pour chaque choix que nous prenons. Ce qui veut dire que par exemple, il y a des fausses mauvaises idées de se dire on se met au verre. Le verre n'est pas forcément une bonne idée parce que le verre en fait demande une énergie quand on le recycle. Le verre incassable est peut-être une bonne idée. C'est presque la moins mauvaise solution finalement. C'est la moins mauvaise solution. En revanche, nous avons vraiment pallié ce problème en allant sur un plastique recyclé durable. Donc un plastique qui est issu de déchets plastiques collectés en France que nous réutilisons à l'infini. Et en même temps, un produit vaisselle dans un bidon en carton, c'est quand même beaucoup plus compliqué aussi. C'est très compliqué, mais on peut y arriver avec des tendances telles que le do-it-yourself sur lequel nous nous lançons cette année. Et on va en reparler dans un instant. Déjà, un mot, parce qu'il nous reste vraiment que 2 minutes, mais est-ce que la crise sanitaire aujourd'hui, elle a finalement fait évoluer la consommation, la manière dont vous d'ailleurs, vous voyez votre business et vous allez finalement développer vos produits à l'avenir? Alors aujourd'hui, la crise sanitaire nous a juste conforté dans l'idée qu'il fallait qu'on continue notre stratégie d'être transparent, d'être vrai au niveau écologique, sécuritaire pour le consommateur. Ça, c'est sûr.
Et on remarque aussi avec cette crise sanitaire que maintenant les consommateurs veulent justement de plus en plus des produits français. Vous l'avez senti, par exemple, sur vos ventes. Bien évidemment, pendant l'année bien 2020. évidemment. Et aujourd'hui, toutes les datas marché le montrent. Les consommateurs se disent, attendez, la crise est terrible, c'est un bouleversement. Maintenant, on veut un retour au vrai et on veut arrêter en fait les blabla marketing greenwashés. Les projets dans les 2 ans, vous le disiez, le do it yourself, ça fait vraiment partie de vos axes principaux de développement. Tout à fait. Dans notre politique RSE globale, il y a la sécurité, il y a l'écologie, il y a le Made in France, mais il y a la solidarité. C'est un nouveau pilier que nous avons lancé. Donc, on a lancé une gamme, 26 références qui arrivent en GMS, qui est sur une technique zéro papier, zéro plastique, pardon, 100% papier, qui est aussi basée sur une solidarité profonde, puisque ce sont 300 travailleurs handicapés qui s'occupent de lancer, de développer au quotidien notre marque via 15 ESAT. Ouais. Et ce n'est pas du ponctuel. C'est du durable. On leur a confié la marque et on va travailler pendant des années avec plusieurs centaines de travailleurs handicapés. Et j'imagine en plus que ça crée du sens en interne. Évidemment, évidemment, tout le monde en fait est heureux de cette situation. Aussi bien les producteurs parce qu'ils se sentent en fait emmenés dans une belle mission, aussi bien nos fabricants, nos distributeurs, nos consommateurs et nos salariés bien évidemment. Bon, ça va arriver quand grande et moyenne surface, donc traditionnelle entre guillemets, pas forcément réseau spécialisé. Nous allons arriver en mai, mais bien évidemment le réseau bio aussi a de beaux lancements qui vont arriver dans les prochains jours et semaines. Un groupe et des marques à suivre, donc Naturopéra. Merci beaucoup Geoffroy Blondel de Joigny d'être venu nous voir aujourd'hui sur Bismart. Quelles sont les nouvelles attentes des salariés en matière de RSE? C'est la question que l'on va se poser aujourd'hui. La crise sanitaire, le déploiement du télétravail, les nouvelles attentes des nouvelles générations à manager, la démocratisation de la RSE dans les sociétés. Eh bien, tout ça, ça fait évidemment évoluer la manière de conduire une stratégie de ce type. Alors, comment impliquer davantage vos collaborateurs? Eh bien, on va vous donner en tout cas quelques conseils. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Jean-Christophe Gianesini, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, cofondateur d'Ecodef, société de conseil RSE pour les entreprises. À vos côtés, Dominique Bizaoui, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous dans Smart Impact, cofondateur et Chief Product Officer de Citizen Wave, une app collaborative pour l'entreprise dans le domaine notamment du développement durable. D'abord, finalement, question cadre, on va dire. Pour quelles raisons aujourd'hui les attentes, elles évoluent dans les entreprises? La liste que j'ai donnée, évidemment, elle n'est pas exhaustive. Pour quelles raisons aujourd'hui on regarde de plus en plus ce sujet dans tout type d'entreprise finalement? Dominique Bizaoui. Eh bien parce que il y a eu un mouvement, il y a un mouvement qui est né de la société civile et qui a fait en sorte que, en tant que collaborateur, je me sens de plus en plus impliqué dans ce qui me touche personnellement. Et ce mouvement de la société civile a fait en sorte que les attentes que l'on a personnellement pour son entreprise débordent finalement et va nécessiter de la part de l'entreprise de prendre en considération ces points-là. C'est la fameuse quête de sens, c'est un peu ça l'idée. C'est ça, c'est une quête de sens, c'est également la volonté d'être considéré en tant que collaborateur comme partie prenante pour la co-construction d'un avenir durable, soutenable pour sa propre entreprise et son propre métier. Jean-Christophe Gianesini, ça a fait évoluer le regard aujourd'hui sur les démarches de RSE. Le regard, il est différent, l'approche, elle est différente dans les entreprises. L'approche elle est assez différente déjà parce qu'il y a une notion de connaissance qui a évolué. En fait, on a réalisé nous un baromètre qu'on met à jour régulièrement justement sur la perception qu'ont les salariés de la RSE au sein de leur organisation. Et en fait, on s'est rendu compte finalement que seuls 27% en 2017 des collaborateurs que l'on interrogeait savaient que la RSE, c'était globalement la contribution de l'entreprise aux enjeux de développement durable. Oui. Donc 27%, c'est pas énorme. C'est à peu près le même chiffre que ceux qui ont répondu contribution aux enjeux RH. Donc il y a une vraie assimilation avec les ressources humaines plus qu'aux enjeux globaux de développement durable. Et on y reviendra, mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on a arrêté d'une certaine manière de le considérer comme une activité un peu parallèle et parfois récréative que l'on peut avoir dans l'entreprise? Est-ce qu'on y apporte, là vous le disiez, plus de sens et plus d'intérêt? Alors, de ce que nous voyons, nous, quand on déploie Citizen Wave chez nos clients, on voit 3 réponses qui sont positives. Tout d'abord, je me rends compte en tant que collaborateur que je suis pris en compte dans la construction. Ça veut dire que des projets personnels ou des projets liés à mon métier sont véritablement installés. Deuxième point, je vois une réponse à ma quête de sens, c'est-à-dire pas seulement au fait de faire de la partie compensation, la partie associative, mais réellement de transformer mon métier. Et le troisième point, c'est faire de la transversalité, c'est-à-dire travailler avec d'autres collaborateurs, d'autres collègues que je ne connais pas, sur des thématiques qui nous rapprochent, voire de la transversalité verticale avec d'autres entreprises. Jean-Christophe Gianesini, pourquoi aujourd'hui c'est incontournable, irremplaçable, obligatoire presque?
Alors parce Pour que plein de tout simplement, il y a énormément de raisons, c'est très vaste. On a juste globalement pas le choix. On est assez impliqué chez Ecodev et on est assez convaincu que on va très vite. C'est comme une voiture qui va très vite dans un mur. Et il faut qu'on puisse prendre les bonnes décisions pour que tout le monde participe au fait de pouvoir changer le modèle économique dans lequel on est. Oui. Voilà. Alors, l'un et l'autre, vous l'expliquez, vous avez conduit régulièrement des études, des enquêtes sur ces sujets. Dominique, justement, comment vous regardez aujourd'hui ces évolutions, finalement, et qu'est-ce qu'on vous dit de nouveau en termes d'attente aujourd'hui ? Eh bien, l'attente principale que l'on voit, je le disais un peu avant, mais je le redis ici, c'est comment je fais désormais mon métier de manière responsable. Ce n'est pas que de travailler seulement sur la notion de gestion de déchets, c'est important, tout ça, diversité, inclusion, mais comment je fais un marketing numérique responsable, comment je fais du développement informatique responsable. Ces attentes-là, elles sont réelles et elles sont sérieuses. Ça veut dire que l'entreprise doit penser... Ça, c'est des choses qui existaient il y a déjà quelques années. Est-ce que finalement, alors on reviendra sur la crise dans un instant, mais est-ce que depuis 1 an, 2 ans, 3 ans que ces enjeux sont vraiment démocratisés, on a des nouveaux besoins qui apparaissent ? Les nouveaux besoins tels qu'on les voit, nous, c'est la convocation finalement personnelle dans l'entreprise. C'est-à-dire que le télétravail qui a explosé pour certaines configurations liées à la crise sanitaire fait disparaître ce seuil. Je suis citoyen, je rentre dans mon entreprise, je suis collaborateur. Tout ça se défait. Et finalement, je veux faire entrer dans mon métier un avenir personnel. C'est pour ça qu'on bâtit des parcours aujourd'hui. On bâtit des parcours d'acquisition de connaissances, de compétences, de sensibilisation sur des sujets métiers dans le cadre du développement durable. Jean-Christophe Genesini, Ecodev, d'accord avec ça ? Quelles nouvelles attentes ? Justement, j'allais réagir. En fait, ça a beaucoup évolué. Déjà, le niveau d'attente des jeunes diplômés a changé. C'est-à-dire que la rémunération est passée en 2e derrière l'ambiance au travail. Et en 3, on retrouve les valeurs de l'entreprise. Donc ça commence à apparaître. Ça commence à monter finalement. Exactement, ça devient vraiment un sujet de critère de choix d'un premier emploi. Donc typiquement, quand on parle de marque employeur, ne pas considérer la RSE, c'est vraiment passer à côté de quelque chose. Et au-delà de ça, dans l'enquête qu'on avait menée également, seulement 15% des collaborateurs interrogés se sentaient réellement contributeurs de la démarche RSE de l'entreprise, alors que 70% avaient envie de le devenir. Donc il y a un côté acteur en fait, de la démarche, plus qu'uniquement passif. Est-ce que finalement on va devoir y consacrer plus de temps à ces enjeux-là et presque finalement au risque d'avoir finalement au détriment d'une certaine forme de productivité ? Parce que c'est ce que certains chefs d'entreprise pointent encore sur le sujet. Comme tout retour sur investissement. Vous investissez pour récupérer derrière. Et là, si vous investissez en fait dans la transformation de votre modèle économique pour intégrer les sujets de développement durable et de RSE au sein de votre activité et vraiment l'intégrer dans votre chaîne de valeur, il y a un retour sur investissement long terme qui est certain. Et un des exemples, justement, c'est exactement ça. Un des exemples que l'on a, 2 exemples. Le premier, c'est des tensions à l'acquisition des talents. Pour cela, beaucoup de jeunes talents refusaient d'entrer dans une organisation parce qu'elles ne voyaient pas d'engagement véritablement là-dessus. Ce que l'on a fait, c'est que l'on a permis, finalement, l'entreprise a permis d'intégrer ce candidat, pas ce nouvel employé, ce candidat dans l'environnement qu'on avait déployé et de collaborer concrètement. Donc, ils voient tout de suite des résultats apparaître. Et on revient sur ce que disait Jean-Christophe, il y a l'enjeu de marque employeur qui est de plus en plus fort finalement. Et l'autre point, ça a été justement de développer des stratégies sur les métiers liés aux entreprises. Bon, allez, on va parler Covid, évidemment. Est-ce que finalement, plus de RSE, plus de sens dans le travail, c'est compatible avec du télétravail, justement, avec plus de distanciel ? Est-ce que la crise, au-delà de ça, elle a eu un impact, heureux ou malheureux, sur ces sujets-là ? Dominique Bizaoui. Un impact heureux, malheureux. Un impact réel et sérieux. Réel et sérieux parce que ce Covid-là, il a bouleversé les habitudes au travail. On ne dit rien de nouveau en disant ça. Mais concrètement, quand on regarde comment ces contenus, ces sujets, ces projets naissent aujourd'hui en termes de RSE côté collaborateurs, on voit bien qu'ils touchent leur métier, mais ils touchent la façon de travailler désormais, de nouveaux modes de travail. Et donc arrivent des sujets de santé au travail, de QVT, de rapport au travail, à la valeur que j'apporte moi-même à mon entreprise. Comment je mesure mon impact désormais ? Des parties intégrantes effectivement des démarches RSE. Comment est-ce qu'on remobilise aujourd'hui des salariés qui ont été 6 mois, 1 an, peut-être même bientôt plus en présentiel, en distanciel ? Comment est-ce qu'on les remobilise et leur redonne du sens ? Alors en les impliquant. Nous, on travaille beaucoup dans notre activité sur les sujets de mobilité durable. Et c'est quelque chose, on le voit vraiment parmi des entreprises qui ont anticipé un petit peu ces sujets sur justement les questions du télétravail et être un petit peu en avance sur l'organisation différente du travail. Mais c'est compatible, ça, finalement, faire du télétravail et continuer d'avoir un enjeu, une motivation autour des enjeux de RSE de l'entreprise ? On peut y arriver ? Bien sûr. Si on se sent impliqué dans les enjeux, on travaille beaucoup en co-construction, nous, notamment de plans d'action quand on intervient en diagnostic chez nos clients ou en accompagnement. Avant, il y avait beaucoup de top-down qui étaient faits. On nous demandait une stratégie.
stratégie, il fallait que ça redescende et les collaborateurs finalement étaient très peu impliqués et très peu se sentaient vraiment contributeurs de la démarche. Aujourd'hui, c'est le contraire. On fait beaucoup de co-construction, donc on va animer des ateliers et ça, on peut le faire en distanciel aujourd'hui. Tous les outils nous permettent de le faire et donc on va faire des ateliers qui permettent aux collaborateurs d'être eux-mêmes acteurs en fait de la démarche et ce qui change complètement la donne finalement parce que ça permet de faire en sorte que la mayonnaise prenne au jour le jour, ce qui est la vraie difficulté finalement dans le lien quotidien. Dominique Bizaoui, même lecture, même regard chez Citizen Wave. Identique. C'est ce que nous appelons, nous, une RSE collaborative. Ouais. Cette nouvelle RSE qui vient, qui est une vraie vague et qui submerge ce qui précédait ou ce qui est déjà là, conformité, compensation, peut-être nécessaire. Mais cette RSE collaborative, elle est là pour mixer top-down, bottom-up et créer du contenu, générer des projets. Bon, qui sont les récalcitrants? Est-ce qu'il y en a encore un peu quelques-uns? Qui sont finalement les derniers salariés, les derniers profils, les dernières entreprises qui sont encore hermétiques à ces sujets? Est-ce que ça existe d'ailleurs? Oui, ça existe forcément. Il y a forcément une notion de génération et d'âge. On est obligé de le dire. On se confronte parfois à des générations qui sont pas encore sensibilisées. Et puis le changement, il est compliqué. Enfin, remettre en cause sa façon de voir les choses, c'est remettre en cause parfois même le modèle économique de son entreprise. Évidemment. Et le modèle de productivité, d'organisation. Exactement. Et les acteurs, on l'a vu récemment avec Danone. Enfin, on voit que quelqu'un qui est très en avant sur les sujets de RSE a pas forcément été suivi par des actionnaires qui cherchent avant tout la rentabilité de l'entreprise plutôt que la vision long terme. Et donc forcément, ça nécessite que toute la chaîne en fait de financement liée à l'entreprise soit également, c'est de plus en plus le cas, mais soit alerte sur ces sujets et le considère vraiment. Justement, qui sont si on doit faire une petite liste comme ça rapide, mais qui sont les entreprises ou les profils d'entreprises qui n'ont encore pas, comme on dit, un degré de maturité suffisant sur le sujet? Dominique Bizaoui. Les entreprises on a rencontré, nous, des entreprises qui sont d'anciennes entreprises, dont le mode de gouvernance est encore assez ancré sur une volonté d'être directive, de contrôler la communication, de faire en sorte qu'il y ait bien sûr des initiatives, mais qu'elles soient le plus souvent contrôlées. Mais c'est souvent des petites entreprises, c'est des PME, c'est des ETI, c'est des grandes boîtes? Plutôt des grandes boîtes, plutôt des grands groupes. Oui. Mais cependant... Ce qui peut paraître paradoxal, finalement. Des grands groupes, précisons, des grands groupes qui ont une gouvernance déjà inscrite dans un passé et pour lesquels la direction générale n'a pas forcément changé. Mais les plus grands groupes, on voit des initiatives extrêmement fortes sortir dans les plus grands groupes, et notamment des grands groupes dans l'industrie manufacturière. Et là, le niveau de maturité est très très important. Jean-Christophe Genesini, lourde tâche, le mot de la fin en 20 secondes. Est-ce que malgré tout, j'allais dire, sur l'année 2020, vous êtes confiant? Comment vous voyez évoluer les choses? Mais vraiment 20 secondes. Alors, on est très confiant parce que globalement, notre activité est très bonne et donc on voit que ces sujets sont considérés. On se rend compte que le business as usual, ça ne marche plus forcément et il faut trouver de nouvelles méthodes et une façon de sécuriser en fait le modèle économique de l'entreprise. Très belle conclusion. Merci à vous deux. Jean-Christophe Genesini, donc cofondateur d'Ecodev, Dominique Bizaoui, cofondateur et Chief Product Officer de Citizen Wave. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Impact. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Bonjour Ondine Suavet. Bonjour. Merci d'être là, fondatrice de My Light System. On parle d'énergie solaire avec cette start-up prometteuse parce que oui, le secteur, il est prometteur, il faut bien le dire. Racontez-nous vos activités au départ parce qu'on dit start-up, mais vous n'êtes pas une petite nouvelle dans le secteur quand même. Ça fait quelques années que vous œuvrez dans le domaine. Alors moi, je suis même une vieille du secteur photovoltaïque. Je ne serais pas allé jusque-là. Mais My Light System a été créé en 2014. Et depuis 2014, on croît de manière très rapide. Bien que le marché ait une croissance intéressante, mais on n'est pas sur des marchés qui explosent, parce qu'on est en train de disrupter le marché de l'énergie. Vous avez surperformé par rapport à l'évolution du marché depuis 8 ans, ça c'est sûr. Exactement. Et donc historiquement, notre métier est de nous assurer que quand on met des panneaux solaires sur un toit de maison, ce qu'on ne fait encore pas assez en France, tout à fait. Derrière, on adapte sa consommation et on s'assure qu'on consomme cette production locale, verte et renouvelable. Ça, c'était notre premier métier. Et petit à petit, on a évolué. Donc, de cette optimisation à l'échelle de la maison, on est en train de travailler à optimiser tous nos autoconsommateurs entre eux avec l'aide du réseau. Et donc avec la bonne idée du jour, justement, c'est pour ça que l'on vous invite sur ce plateau, de devenir aujourd'hui fournisseur d'énergie. Ça, c'est déjà une réalité, mais grâce à une batterie. Oui, alors une batterie virtuelle. C'est ce point-là qui est intéressant. Donc pourquoi on est devenu fournisseur d'énergie? On s'est rendu compte qu'une fois qu'on a optimisé la maison, il y avait quand même des électrons qui partaient sur le réseau. Oui. Et la question est comment on valorise ces électrons et surtout comment on donne le bénéfice de ces électrons en surplus au consommateur qui est devenu producteur sur sa facture. Et donc nous, en tant que fournisseur d'énergie, on va déjà aider le consommateur à moins consommer.
Ça, c'est la première chose qui est un peu paradoxale pour un fournisseur qui vend des électrons, a priori, donc qui aimerait qu'on consomme plus. Nous, au contraire, on vend des panneaux solaires, des systèmes d'optimisation, donc on cherche à ce que le consommateur consomme moins. Et une fois qu'il a moins consommé, les électrons qu'il a en surplus, on va les comptabiliser. Et même s'il ne les consomme pas en instantané, et qu'il les consomme plus tard le soir, on va les déduire de sa facture. Mais ça, c'est pour ça que vous dites stockage virtuel, parce que ce n'est pas cet électron-là précisément que vous allez stocker, vous allez le redonner à quelqu'un d'autre, vous allez le reprendre ailleurs, c'est un peu l'idée. Exactement. Et comme on a toute une communauté d'autoconsommateurs qu'on suit en temps réel, nous, on va travailler à s'assurer que cet électron, il serve à l'immeuble d'à côté qui, lui, n'a pas de panneau solaire. Voilà. Et 2021 oblige, on gère tout ça avec un smartphone. Bien sûr. Comment tout ça est marche? Connecté. Alors concrètement, il a une application, il voit tous ses flux d'électrons et il voit les flux d'électrons qu'il a stockés dans sa batterie virtuelle. Et ensuite, le soir, il voit que ces électrons sont déchargés de sa batterie et viennent se déduire sa facture d'électricité. Ça coûte combien d'installer tout ce système-là? Et ma question finalement, c'est est-ce que c'est plus rentable de se débarrasser de son abonnement EDF, etc. et d'aller sur votre système? Alors aujourd'hui, on est au même tarif qu'EDF, donc sur la partie fourniture. Alors qu'on fournit l'électricité exclusivement verte. Alors après, il y a la partie énergie solaire, donc il faut installer des panneaux solaires. Aujourd'hui, si vous regardez, il y a des offres qui deviennent très très compétitives. On est pour 10 panneaux solaires entre 8 et 10 000 euros. La bonne nouvelle, par contre, c'est que c'est un investissement, donc ça se finance très bien sur 10 ans. Et en fait, vos économies réalisées vont couvrir le coût de votre prêt. Avec des subventions publiques? Quasiment pas. Non, malheureusement, notre solution, malheureusement ou heureusement, très honnêtement. Oui, parce qu'une fois que la manne s'assèche... Exactement. Donc aujourd'hui, notre solution est sans subvention. Il n'y a aucune subvention qui la supporte. Même les subventions de l'autoconsommation ne supportent pas notre solution de batterie virtuelle. Mais malgré ça, on arrive à avoir des retours sur investissement en moins de 10 ans. Qui ça a déjà séduit finalement? Quel profil aujourd'hui? Combien et comment vous imaginez le développement de cette solution-là? Alors aujourd'hui, à l'échelle française, on est sur pas tout à fait 100 000 autoconsommateurs. D'accord. Face à 20 millions de pavillons individuels, donc on a encore énormément de gens à séduire. Les gens que ça séduit sont les gens qui veulent s'équiper en panneaux solaires et veulent voir leurs bénéfices tout de suite sur leur facture d'électricité. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui majoritairement des propriétaires de maisons, mais on est en train de chercher d'autres solutions pour toucher tout le monde, toucher des locataires d'immeubles, toucher des gens qui a priori auraient des difficultés à installer des panneaux solaires. Donc il y a aussi une petite force de déploiement commercial entre guillemets. Complètement. Alors nous, on passe par des réseaux de distribution professionnels. Donc c'est comme ça qu'on arrive à toucher tous les Français et le plus de Français au maximum, parce qu'on reste une petite structure. Mais aujourd'hui, dans le cadre d'une rénovation énergétique, vous pouvez tout à fait penser aux panneaux solaires, même s'ils ne rentrent pas dans le cadre de la prime MaPrimeRénov'. Eh bien, merci beaucoup, Ondine Suavet, d'être venue nous voir, fondatrice donc de MyLight System. On va tous se mettre aux panneaux solaires, à l'autoconsommation et au stockage virtuel. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, Thomas Hugues, 9h, midi, 20h30. À très bientôt sur Bismart.